Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme. Eh bien oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de passer la semaine des Ardennaises, ces classiques vallonnées qui sont souvent moins spectaculaires que les Flandriennes, mais qui sont quand même intéressantes. Moi je trouve que la plus intéressante c'est toujours le mur de Huy, la Flèche Wallonne, voilà, avec l'ascension du mur de Huy, toujours si spectaculaire, je rappelle, 10% de moyenne avec des passages à plus de 20%, c'est toujours assez impressionnant. Et donc on va faire un petit baromètre, voilà, un petit bilan de cette semaine des Ardennaises. Et on commence tout de suite avec les Bleus, qui ont plutôt bien marché sur cette semaine des Ardennaises. Bon, après on peut avoir une petite déception par exemple du côté de Total Direct Energy, avec un seul coureur à l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Ça c'est un peu dommage pour une équipe qui est invitée, je trouve. Mais sinon, pour les autres coureurs français, enfin pour les principaux, bien entendu, on va pas tous les faire, eh bien, Julien Alaphilippe, le coureur de Saint-Amand-Montrond, Julien Alaphilippe, eh bien, quatrième à l'Amstel, vainqueur de la Flèche Wallonne, 16e à Liège. On va dire il a fait le minimum syndical en termes de résultats, Julien Alaphilippe. Alors c'est dur de dire ça, mais c'est vrai que Julien Alaphilippe, comme il domine ces courses-là, normalement on pourrait presque s'attendre à mieux. Alors certes, victoire sur la Flèche Wallonne, mais la Flèche Wallonne, alors même si cette année elle était difficile avec beaucoup de vent sur la Flèche Wallonne, c'est quand même la classique qui se fait le plus au physique. En termes de stratégie, c'est quand même assez basique. Alors après, il faut être bien placé en bas du mur de Huy. Mais à partir du moment où vous êtes bien placé au mur de Huy, là ça se fait à la pédale comme on dit. Si vous êtes performant, vous gagnez. Si vous n'êtes pas en forme, vous pouvez pas faire illusion, vous pouvez pas faire un coup tactique dans le mur de Huy, c'est impossible. Donc c'est quasiment la plus facile à gagner quand on est en forme. Après, quatrième à l'Amstel. Là c'est quasiment la plus difficile à remporter parce que beaucoup de coureurs différents peuvent s'apposer à l'Amstel. On peut avoir des coureurs qui sortent des classiques flandriennes parce qu'ils sont en très grande forme, qui sortent des classiques pavés comme Paris-Roubaix. Paris-Roubaix a lieu une semaine avant l'Amstel, donc forcément c'est des coureurs qui sont en forme. Mais pour Alaphilippe, dommage sur l'Amstel, ce coup tactique raté, Fuglsang qui ne veut plus rouler à cause d'une erreur de la direction de course. Les informations étaient totalement erronées. En fait, ils se sont basés sur le groupe de Michael Matthews. Sauf qu'ils n'avaient pas vu que Mathieu Van Der Poel, dont j'allais l'appeler comme son père, était sorti de ce groupe-là. Donc certes, le groupe Matthews était à 55 secondes, mais le groupe Van Der Poel, lui, n'était déjà plus qu'à 40. Donc il n'y avait plus la possibilité de rouler. Il fallait que les deux s'entendent à 4 km de l'arrivée. Il y avait aussi des problèmes avec les oreillettes qui ne passaient pas dans les 20 derniers kilomètres. Il y a eu plein de choses improbables, ce qui fait qu'on a eu le retour dans le final de Van Der Poel qui s'est imposé. Et puis sur Liège, sur la Flèche, sur Liège, il finit 16e. Pas en forme sur Liège. Je pense que les conditions climatiques ont beaucoup joué. Avec pourtant son équipe qui avait décidé de prendre la course en main extrêmement tôt, la Deceuninck Quick-Step à un peu plus de 100 km de l'arrivée. C'est eux qui ont fait abandonner Martin, Valverde à 100 bornes de l'arrivée en faisant exploser le peloton. Et pourtant, à la fin, c'est une déception pour cette équipe parce que il n'y a pas de coureur dans le premier groupe. On va dire dans les premiers groupes, ils finissent un peu plus loin. Alaphilippe, il finit dans un quatrième échelon de la course. Jamais vraiment dans le coup il a tenté de suivre Fuglsang, Formolo ou Michael Woods, mais il n'a pas réussi et il s'est mis un petit peu dans le rouge à ce moment-là. Et après, ça a été pour lui une fin de course plus complexe. Deuxième coureur français, David Gaudu. David Gaudu, le jeune français, 46e sur la Flèche Wallonne, 6e sur l'Amstel Gold Race, sur Liège. Il n'était pas présent sur l'Amstel Gold Race. David Gaudu, un jeune français qui on sait est très performant. On l'avait vu mieux performer même sur la Flèche Wallonne l'année dernière ou encore il y a 2 ans. Il était dans le premier groupe, là il était un peu plus en difficulté.
Après, David Gaudu, c'est un coureur d'avenir, ça on le sait. Sa 6ème place sur Liège, elle est intéressante. Par contre, elle ne doit pas occulter sa 46e place sur la Flèche Wallonne. Je pense qu'il a dû se faire avoir dans les coups de bordure en haut du mur de Huy, lors du 2e passage, à 30 bornes de l'arrivée. Il y a eu des coups de bordure à ce moment-là. Je pense qu'il a dû se faire avoir à ce moment-là, parce que sinon à la pédale, je vois pas pourquoi il aurait été largué à ce point sur le mur de Huy. Et puis à Liège-Bastogne-Liège, il était dans le premier groupe, et puis il est pas sorti tout de suite, hein, il est sorti dans un second temps, mais voilà, il a fini devant le groupe Alaphilippe, et il prend une magnifique 6ème place. Romain Bardet, 3ème français en forme sur ces classiques ardennaises. Alors Romain Bardet, il était un petit peu dans l'expectative. Paris-Nice n'avait pas été forcément excellent pour lui. Ensuite, sur le tour du Pays Basque, hein, je crois, il est tombé avec Julien Alaphilippe. Donc il disait avant l'Amstel Gold Race, je me souviens avoir lu une interview de lui dans le journal de l'équipe, il disait: je suis vraiment pas en forme, les jambes sont vraiment pas bonnes. J'espère juste être un peu mieux pour Liège-Bastogne-Liège, mais je m'attends pas à des performances exceptionnelles. En sachant que je rappelle que c'est un grimpeur, donc pas forcément, il n'a pas forcément le punch pour être très performant sur ces classiques-là. Eh bien, Romain Bardet, 9ème sur l'Amstel Gold Race, il finit dans le groupe qui se joue la victoire au sprint. Alors après, au sprint, Romain Bardet, il ne peut pas lutter face à Mathieu Van Der Poel, pardon. J'ai encore envie de l'appeler Adrien Van Der Poel. Et puis 11ème sur la Flèche Wallonne. Là encore, il n'a pas le punch de Julien Alaphilippe. Je pense qu'en plus, il n'était pas encore très très bien placé. Il avait qu'un coureur avec lui. Alors certes, Benoît Cosnefroy, excellent coureur, champion du monde espoir il y a 2 ans, mais quand même, c'était un peu compliqué pour lui. Et puis 21 sur Liège, il est dans le groupe Alaphilippe, mais il n'a pas réussi à suivre de toute façon. Quand c'est parti, que ce soit Fulsang ou Formelo, ou même le groupe de Gaudu, il n'a pas réussi, il n'avait pas les jambes, peut-être le froid également. C'était très très froid, il y avait de la pluie, c'était vraiment des conditions difficiles sur cette édition de Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà, une performance honorable, on va dire. Alors c'est pas forcément le top, mais il a plutôt fait une bonne campagne de classique pour un grimpeur de ce type. Et puis là maintenant, il va, je pense, s'arrêter un petit peu, préparer le Tour de France en faisant des stages en altitude et des stages de repérage, de reconnaissance comme on dit, puis revenir au moment du critérium du Dauphiné libéré, voire un petit peu avant. Alors, je sais pas s'il va faire le Dauphiné ou le Tour de Suisse, mais on le reverra. Ça c'est clair et net de manière performante à ce moment-là pour être en forme sur le Tour de France. Dernier français que je voulais signaler, c'est Valentin Madouas. Valentin Madouas, 8ème de l'Amstel. Après sur les autres classiques ça a été un petit peu plus compliqué pour le français. 26ème je crois sur la Flèche Wallonne. Enfin voilà, il était quand même dans le premier peloton pour appréhender le mur de Huy, puis un peu plus en difficulté sur Liège. Madouas, là aussi, on est sur un très jeune coureur, 22 ans simplement, Valentin Madouas. Alors, est-ce que c'est un spécialiste des Ardennaises? C'est une question un peu compliquée à voir. Est-ce que c'est pas un coureur un petit peu dans le style de Van Der Poel, c'est-à-dire capable de bien performer, mais pas dans le même registre quand même qu'un Julien Alaphilippe. Donc là, c'est des questions qu'on peut se poser. Après, voilà, il est revenu. En fait, il a anticipé comme Romain Bardet l'attaque de Van Der Poel sur l'Amstel, et puis ensuite il s'est fait récupérer par le coureur néerlandais, et puis il a suivi comme il pouvait parce que Van Der Poel était très très fort dans les 10 derniers kilomètres. Mais voilà, là, futur grand Valentin Madouas, ça c'est clair et net sur ces courses dures. Je pense que c'est un coureur qui va être également performant sur Milan-San Remo dans les années à venir. Et puis pas négligé non plus, qui va découvrir les grands tours parce qu'il va faire le Giro au mois de mai. Voilà, le Tour d'Italie. Donc voilà, on espère qu'il puisse prendre des bonnes échappées parce qu'il sera surtout là pour être dans le train d'Arnaud Démare, mais il devrait avoir sa carte sur les étapes où Arnaud ne devrait pas très bien figurer parce que les étapes de montagne, c'est pas la came d'Arnaud Démare, bien entendu, vu qu'il est sprinter. Les coureurs au top lors de cette semaine de classique, on va commencer par Jakob Fuglsang, le Danois. Alors, on le savait, performant sur les courses à étapes. Il avait remporté une fois le critérium du Dauphiné libéré, en renversant totalement la situation lors de la dernière journée. Il avait été également performant sur un Tour de France. Il avait pris un top 10, je crois, au classement général d'un Tour de France.
mais on le savait pas, spécialiste des Ardennaises. C'est un peu comme Roman Kreuziger, c'est-à-dire que Roman Kreuziger qui est devenu spécialiste des Ardennaises dépassé 30 ans, bah là c'est pareil, Jakob Fuglsang 34 ans, mais qui tient la forme de sa vie, le Danois sur ces courses-là. Troisième à l'Amstel, il finit même devant Julien Alaphilippe à l'Amstel, comme quoi le fait de ne pas rouler dans le final il était peut-être un petit peu bête, parce que j'avais l'impression qu'il était plus frais que lui. Je rappelle que quand même Julien Alaphilippe avait été pris dans une chute, voilà, une semaine avant, dans la même chute que Romain Bardet, donc voilà, il n'était pas en très grande forme, je pense. Il lui a manqué un petit peu de fraîcheur à Julien Alaphilippe dans ces courses-là. Deuxième à la Flèche Wallonne, mais en partant d'extrêmement loin sur la Flèche Wallonne. J'ai jamais vu quelqu'un aussi bien finir en partant à 700 mètres de l'arrivée quasiment. Pour Jakob Fuglsang, sachant que le mur 2, il est parti dans l'endroit le plus raide. Mais c'est très compliqué de sortir à ce moment-là et de tenir jusqu'au bout. Parce que c'est une montée où l'acide lactique est très important. Et vous savez très bien qu'en athlétisme, par exemple, sur un 400 mètres, ben on ne peut pas faire un 400 mètres à fond. Et ben c'est un peu pareil. On ne peut pas faire le mur de 8 à fond parce que sinon on a trop d'acide lactique et on tombe dans les pommes. Et surtout, on n'arrive plus à être performant. Donc deuxième sur la Flèche Wallonne. Et puis voilà, la consécration à Liège où il s'impose. Il part au bon moment, il était le plus fort, personne n'a réussi à le suivre, même s'il s'est fait une bonne frayeur à 4 km 5 km de l'arrivée dans une descente où voilà, il passe un petit peu sur une bande blanche, et bande blanche sous la pluie et vélo, ça fait pas mon ménage. Mais voilà, elle pouvait pas lui échapper, Liège. J'ai l'impression que cette année, elle pouvait pas lui échapper. Puis bah, dans les années à venir, il va peut-être se concentrer sur ces courses-là. Je pense qu'on le verra quand même sur le Tour de France. Jakob Fuglsang, même si Astana n'a pas forcément une équipe pour jouer la gagne sur les grands tours. Voilà. Bon, il y a Fabio Aru, mais Fabio Aru, ça fait quand même... non, il n'est même plus dans l'équipe, pardon. Ils n'ont plus beaucoup de coureurs Astana performants sur ce type de course. Puis surtout, nouvelle victoire pour Astana qui fait un énorme début de saison. Voilà, assez incroyable. Je voulais également signaler, parce que j'ai oublié de le marquer sur ma petite fiche, je suis en train de le voir. Bora également qui a fait un bon Liège-Bastogne-Liège, alors qu'elle a fait une bonne campagne de classique. Ils ont toujours eu quelqu'un dans le top 10. Schachmann qui attaque lors de l'Amstel. Et également Formolo voilà, qui fait deuxième de la Liège. Voilà, je vais y arriver. C'est également une bonne chose pour les Bora. Ils ont passé 4 coureurs dans les 20 premiers sur Liège, ce qui est quand même une très bonne performance. Deuxième coureur étranger, on va dire, hors des Français, qui a très bien performé, surtout qu'il a un petit peu de sang français quand même, c'est Mathieu Van Der Poel. Je rappelle, c'est le petit-fils de Raymond Poulidor, le fils d'Adrie Van Der Poel, également, et donc est néerlandais comme son père, Mathieu Van Der Poel. Vainqueur de l'Amstel, qui avait été déjà fini 4ème du Tour des Flandres. Bah, c'est Mathieu Van Der Poel, il n'y a pas grand-chose à redire sur ce coureur, plusieurs fois vice-champion du monde derrière Wout van Aert en cyclocross, cette année champion du monde de cyclocross pour la première fois, et qui impressionne. Alors après, à un moment, il faudra, je pense, choisir comme Wout van Aert la route ou le cyclocross, parce qu'il y a quand même peu de coureurs depuis 20-30 ans qui ont été performants sur la route et sur le cyclocross en même temps. Mais après, c'est un très bon coureur. Van Der Poel, et puis ça permet de remettre en lumière un petit peu cette filière du cyclocross qui a toujours permis à des coureurs d'être performants, même si depuis quelques temps on en voyait bien, hein. Je rappelle juste John Gadret qui vient du cyclocross et qui a quand même fini 4ème après des classements non 3ème même après des classements de Contador d'un Giro, ce qui n'est quand même pas anodin, puis qui a été coéquipier de Valverde lors de ses dernières saisons. Voilà, et puis c'est vrai qu'en France on avait plus l'habitude de voir des spécialistes comme Francis Mouret ou Steve Chanel, mais il ne faut pas négliger que c'est une bonne école pour être performant, parce que ça permet de développer ses capacités cardio-respiratoires, voilà, ses capacités en VO2 max, et qui servent sur ces classiques pavés sur le Tour des Flandres, mais également sur le Amstel Gold Race ou sur quand vous montez le Cauberg à fond, faut avoir une très bonne VO2 max. Puis surtout sur la répétition des efforts, parce que je rappelle que le cyclocross c'est 1 heure à fond et on répète énormément d'efforts dans les montées dans la boue. Et je rappelle aussi que Julien Alaphilippe, il a fait du cyclocross dans sa jeunesse, quand il était dans l'équipe de France
dans l'armée de terre, voilà, dans l'équipe de l'armée de terre, il faisait du cyclocross quand il avait eu son petit problème au genou. Donc voilà, ça permet de remettre en lumière un petit peu cette filière cyclocross qui permet aux coureurs d'être très performants. Michael Matthews également. Michael Matthews, top 10 sur la Flèche Wallonne, top 10, enfin un peu plus loin, top 15, pardon, sur l'Amstel, mais bon, il s'est fait avoir par Alaphilippe et lui, il n'a pas réussi à sortir, contrairement à Van Der Poel. En même temps, tout le monde le surveillait parce qu'on sait que c'est un excellent sprinter. Et puis également présent sur Liège-Bastogne-Liège dans le final. Voilà, l'Australien qui certes est un très bon sprinter, mais c'est un profil un peu différent de Peter Sagan, mais qui cette année fait mieux que Peter Sagan, mais c'est un profil un peu différent. Peter Sagan, c'est un puncher qui est devenu sprinter. Peter Sagan au début c'était un puncher, c'était pas un sprinter, donc c'est un puncher qui a une énorme pointe de vitesse, on va dire. Peter Sagan, alors là que c'est l'inverse, c'est un sprinter qui passe très très bien les côtes, Michael Matthews, et c'est vrai que voilà, il est impressionnant sur ce type de parcours parce que j'ai un petit peu envie de dire que c'est le seul qui arrive à faire ça. À une époque on pensait que Brian Cocard serait capable de le faire, mais bon, quand tu vois la performance de Brian Cocard sur l'Amstel qui a fini à 4 minutes 15, je crois 39e, tu te dis que bon, il est peut-être plus capable de le faire, Brian Cocard, sur ce type de parcours. Michael Matthews, lui, il est toujours capable de le faire. Et voilà, très bonne course de Michael Matthews qui a la capacité d'être encore très performant dans les années à venir. On finit assez rapidement sur les bonnets d'âne. On va commencer par Peter Sagan. Peter Sagan, déjà pas très performant sur les classiques flandriennes, qui avait décidé de prolonger sa saison. Normalement, il arrêtait à l'Amstel Gold Race. Mais il avait décidé cette année de se lancer un défi d'aller sur les Ardennaises, puisque déjà Liège a changé son parcours en enlevant la côte de Saint-Nicolas et en enlevant la montée vers Anse, enfin, tout le passage vers Anse, voilà, qui forçait la course à être pour les punchers. Mais surtout, Peter Sagan pensait être en forme sur ces classiques-là. Ça n'a pas été le cas. Il a traversé ses courses de manière totalement invisible. Alors sur l'Amstel c'est très simple, il a abandonné, mais moi j'avais jamais vu autant en difficulté sur l'Amstel, alors qu'il avait réussi à faire un top 10 je crois une année sur l'Amstel Gold Race, et puis sur la Flèche Wallonne inexistant encore, mais là on s'y attendait un petit peu plus, et sur Liège, là encore on ne l'a pas vu de toute la course. Donc vraiment, Sagan inexistant lors de cette campagne de classique. Le deuxième coureur qui était en difficulté pendant cette campagne de classique ardennaise, c'est Alejandro Valverde, le champion du monde, qui subit un petit peu la malédiction du maillot arc-en-ciel, Alejandro Valverde, parce que depuis le début de saison, il a une seule petite victoire, simplement. C'est pas l'habitude qu'on a d'Alejandro Valverde. Alors, on rappelle, il a quand même 39 ans aussi, donc le poids des ans commence à se faire ressentir. Sur l'Amstel, pas là. Il finit 65e. Abandon sur Liège-Bastogne-Liège. À 100 km de l'arrivée, quand les deux Koenig Quick-Step ont commencé à accélérer très fortement, juste avant l'enchaînement avec Stokke. Et puis 11e sur la Flèche. Mais sur la Flèche, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il fait énormément rouler ses équipiers. On le pensait très en forme. Et puis dans le mur de 8, quand je dis que ça se fait à la pédale, quand on peut pas faire illusion dans le mur de 8, il a tenté de sortir un moment. Et puis il est parti en danseuse. Et puis il s'est rassis sur son vélo. Et puis il a enlevé des dents parce qu'il n'arrivait pas à suivre le rythme et qu'il n'arrivait pas à aller en l'air. Alors que c'était pourtant sa force d'attaquer à 400 mètres de l'arrivée lors de ses victoires sur la Flèche Wallonne. Voilà, pour le moment, Valverde il passe cette saison un petit peu comme un fantôme. On espère que ça va aller un peu mieux pendant la période maintenant qu'on attaque, c'est-à-dire la période des grands tours. Voilà, avec le Giro au mois de mai, le Tour de France au mois de juillet et la Vuelta au mois d'août, enfin août-septembre, la Vuelta. Deux derniers coureurs qui ont été un petit peu en difficulté. Alors Dan Martin, Dan Martin, pas présent sur l'Amstel. Ça sentait déjà mauvais, même s'il n'aime pas trop l'Amstel, ça sentait déjà le coureur qui n'est pas sûr de sa forme. Abandon sur Liège, abandon sur la Flèche Wallonne. Sur la Flèche Wallonne, on l'a vu, il était déjà en difficulté lors du deuxième tour. Au début du deuxième tour, il était déjà pas en forme, donc ça pouvait pas le faire. Il a complètement explosé lors de l'avant-dernier passage sur le mur de 8. Et puis sur Liège, il a abandonné au même endroit qu'Alejandro Valverde, à 100 bornes de l'arrivée, sans force, complètement à l'agonie.
avec des conditions qui, je le rappelle, sur Liège-Bastogne-Liège étaient extrêmement compliquées avec la pluie et le froid. Et puis le dernier coureur qui a été un petit peu en difficulté, c'est Roman Kreuziger, 19ème sur l'Amstel. Alors c'était pas si mal, hein, il était dans le groupe de Michael Matthews, mais ensuite abandon sur Liège, sur la Flèche Wallonne, où il a chuté très lourdement avec Pozzo Vivo, à 35 km de l'arrivée à peu près, juste avant le mur de Huy. Et puis 79ème sur Liège. Bon, après sur Liège, il a fini, hein, Liège-Bastogne-Liège, qui est quand même une sacrée performance, vu la gamelle qui s'est prise sur la Flèche Wallonne. Mais voilà, Roman Kreuziger n'a pas été très performant, et puis surtout il est dans une équipe Dimension Data qui, je pense, peut pas vraiment l'accompagner dès que la route s'élève, parce qu'ils ont une équipe qui est assez moyenne, il faut le dire, Dimension Data, même si sur les classiques ardennaises, ils avaient quand même des coureurs de renom. Ça n'a pas suffi, avec Valgren par exemple dans cette équipe qui avait remporté l'Amstel l'année dernière, ou je ne sais plus qui, l'italien, j'ai oublié son nom, donc ça ne me reviendra pas. Mais voilà, Dimension Data a un petit peu traversé cette séquence de classiques de manière anonyme. C'est la fin de cette vidéo sur la semaine des Ardennaises. Les prochaines vidéos cyclisme, on fera une présentation un petit peu des coureurs, des participants du Giro. Ça sera avant le départ du Giro. Et puis ensuite, pendant tout le Giro, on fera un petit débrief, je pense, chaque jour. De chaque étape. Voir un petit peu qui a été en forme, qui s'est raté. Et voir surtout la prochaine étape. Voilà, on ne fera pas un débrief du parcours comme on avait fait pour Paris-Nice, mais on fera quelque chose de la sorte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos pouces bleus, n'hésitez pas à relayer sur les réseaux sociaux si vous avez énormément apprécié, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir également si vous n'êtes pas d'accord avec moi, avec certains coureurs, si vous pensez que j'ai été trop méchant avec certains coureurs. Et donc voilà, on se retrouve très bientôt pour du cyclisme sur la chaîne. Allez, ciao ciao!